Bon, comme dans la précédente vidéo, on continue notre série dans le thème des survivals, et aujourd'hui nous allons parler d'un film moins connu, qui est presque tombé dans l'oubli total, et c'est vraiment dommage, car il s'agit pour moi d'un de mes films préférés avec Anthony Hopkins. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons donc revenir sur le film À couteau tiré, pas la daube avec Daniel Craig et Ana de Armas sorti en 2019. Non, je vous parle du film sorti en 98, The Edge pour le titre américain, avec Anthony Hopkins et Alec Baldwin dans les rôles principaux. Il y a pas mal de films qui m'ont marqué quand j'étais gamin, et pour la plupart, je me souviens exactement de la première fois où je les ai vus. Je me rappelle d'un soir où, comme tous les jours, j'attendais mes parents rentrant du boulot, ils tardaient un peu plus que d'habitude, je me demandais ce qu'ils faisaient, et au moment où je regardais par la fenêtre de notre immeuble, je les ai vus arriver. Ils m'ont vu aussi, et ma mère m'a montré de loin une cassette du vidéoclub par lequel ils venaient de passer avant de rentrer. Le genre de surprise qui transformait la tristesse d'une journée morose à l'école en meilleure journée de la semaine. Oui, je l'avoue, il en fallait peu pour me faire plaisir à l'époque. La découverte d'un nouveau film était vraiment un mini-Noël pour moi. Ils avaient donc choisi le film À couteau tiré, avec Anthony Hopkins, que j'aimais déjà beaucoup à l'époque, et waouh, la claque que ça a été! Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas ce film qui m'a fait apprécier autant le genre survival par la suite. Et c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup de mal à comprendre les mauvaises critiques qu'il a reçues. On peut même dire qu'il a complètement été démoli. Il faut dire qu'à partir du moment où vous me vendez un film qui parle d'hommes livrés à eux-mêmes, dans une nature des plus hostiles et sauvages, qui les malmène et leur fait très très mal, bah vous n'avez pas besoin d'en dire plus, hein, prenez juste mon argent. Le film est réalisé par Ali Tamahori. Alors si ce nom ne vous dit rien, c'est normal, il n'a rien réalisé de transcendant. Beaucoup de séries B, parfaitement oubliables. Le seul qui est peut-être un peu plus connu que les autres, c'est le volet de James Bond Meurt un autre jour, avec Pierce Brosnan. Un peu à l'image de Neil Marshall, avec The Descent. Il n'y a vraiment qu'un seul film que je retiens sur toute sa carrière. Et là aussi, le scénario est un peu plus simple. Charles Morse, un richissime industriel hanté par la crainte de perdre sa jeune épouse, déteste immédiatement Robert, un séduisant photographe qu'il soupçonne d'avoir une liaison avec sa femme. Au cours d'une séance de photos dans le Grand Nord, l'avion transportant Charles et Robert s'écrase en pleine forêt. Ils se retrouvent donc livrés à eux-mêmes, en compagnie de Steven, l'adjoint de Robert. Ensemble, ils devront braver tous les dangers pour revenir à pied d'où ils sont partis, et cette expédition sera l'occasion de mettre à nu l'hostilité qui régnait entre les deux hommes. Alors oui, le scénario est très bateau, voire même cliché, un survival classique auquel s'ajoute une dualité morale entre deux hommes. Il y a quelques invraisemblances, des situations prévisibles, et des personnages assez caricaturaux finalement. Pourtant, ce film a sur moi une sorte de charme qui est difficile à expliquer. Malgré son postulat de téléfilm du dimanche sur TF1, j'ai été envoûté par cette production qui bénéficie de qualités indéniables. Déjà, la photographie est magnifique, elle nous immerge d'entrée dans ces superbes paysages sauvages nord-américains, cette nature froide, hostile, et qui nous fait prendre conscience de la petitesse de l'homme et de son impuissance totale face à la nature. Dès que l'avion qui amène le milliardaire et l'équipe photo se pose, on est tout de suite plongé dans cette ambiance, on est émerveillé par ces paysages non sans garder une part d'inquiétude en réserve, car on se rend tout de suite compte qu'il faut respecter cette nature, sans quoi on peut le payer très cher. L'aubergiste qui les accueille est là pour nous le rappeler, l'homme ayant déjà eu affaire à cette nature, la connaissant bien, mais sachant la respecter. La cicatrice sur son visage témoigne que cette dernière a su le lui rappeler, et ces directives données aux autres concernant les ours posent déjà une certaine tension, nous faisant prendre conscience que même dans ce chalet, où il se pense en sécurité, le danger peut survenir à tout moment. Comme je l'ai dit, les personnages sont assez caricaturaux. Le milliardaire joué par Anthony Hopkins n'a pas vraiment un comportement de milliardaire, hein. Il est très gentil, presque naïf, mais il est incollable sur absolument tout, très cultivé, il connaît les guides de survie par cœur et se transforme donc en espèce de MacGyver une fois qu'ils sont perdus dans la nature. Oui, c'est très cliché, mais c'est joué par Anthony Hopkins. Et Anthony Hopkins peut donner de la profondeur à n'importe quel personnage basique que vous lui ferez interpréter. Je trouve que c'est un des films où il a le plus de charisme, on se rend compte que finalement il n'y a que lui qui peut ramener tout le monde au bercail. On est donc pendu à ses lèvres, écoutant le moindre de ses conseils et de ses directives. Le réalisateur en joue un peu d'ailleurs, dans une scène où Steven craque totalement, et où pour lui remonter le moral, Charles lui demande s'il sait comment on peut faire du feu avec de la glace. On est nous-mêmes très curieux de savoir comment c'est possible, c'est quand même quelque chose qui peut nous sauver la vie dans de telles conditions. Et l'explication qu'il donne, même si effectivement sur le papier reste possible, est tellement farfelue que ça en paraît presque comique. Anthony Hopkins est donc un immense acteur, ce film nous le prouve une fois de plus, et c'est pour moi son plus gros atout. Sans Hopkins, le film n'aurait pas du tout la même saveur. Quant à Alec Baldwin, il est fidèle à lui-même, il est dans un personnage au début assez détestable, puis qui s'humanise au contact de la nature mordante. Son face-à-face qui se transforme en duo avec Anthony Hopkins fonctionne très bien. Sa transition de personnage assez hautain et capricieux au début vers quelqu'un qui sombre dans le désespoir, qu'on est forcé de motiver comme un enfant pour l'obliger à avancer, c'est très bien amené. Quant à Harold Perrineau qui joue Steven, il s'en sort très bien également,
même si son rôle est plus anecdotique car il apparaît moins longtemps à l'écran. Si ce film fonctionne, c'est également grâce à sa très bonne mise en scène. Lee Tamahori arrive à sublimer les paysages naturels de l'Alaska. Nous ne sommes pas dans des décors studio bourrés de CGI en arrière-plan. Et oui, à cette époque, les réalisateurs ne disposaient pas de toutes les facilités dégueulasses dont ils usent et abusent aujourd'hui. Il fallait qu'ils déplacent toute leur logistique parfois à l'autre bout du monde pour placer le contexte environnemental de leur film, et c'est exactement le cas pour À couteau tiré. Les acteurs évoluent donc dans la nature, la vraie, ils nagent dans des vrais lacs, pas dans des bassins à chauffer, les cascadeurs sont suspendus au-dessus de vrais torrents, et ils se pèlent vraiment le cul. Les scènes d'action sont très bien exécutées et très bien filmées, que ce soit le crash d'avion ou bien toutes les scènes qui impliquent l'autre star du film. Et oui, l'enjeu principal du film pour les personnages est d'échapper à un énorme grizzly qui n'est autre que Bart the Bear, qui est apparu dans de nombreux autres films, comme Cro-Blanc, Légende d'automne, mais surtout L'Ours de Jean-Jacques Hano. Il est né en 1977 et mort en 2000 d'un cancer, si vous voulez vraiment tout savoir sur lui. Le réalisateur arrive à nous distiller quelques moments bien angoissants pour le mettre en scène. Déjà, sa première apparition, sans être spectaculaire, mais tout à fait naturelle et bien mémorable, comme elle pourrait tout à fait se produire dans la réalité, c'est-à-dire vous marchez au milieu des bois, vous entendez un grognement bizarre, vous regardez et vous voyez un ours de 300 kg sortir des fourrés et qui vous fixe en grognant avec la bave aux lèvres. Lee Tamahori arrive à nous faire prendre conscience du danger d'une telle situation. L'homme est totalement impuissant face à une bête pareille et rien n'est mis en travers pour l'arrêter, pas de clôture, pas de voiture. Et non, on n'est pas au zoo ou au safari à regarder des animaux déprimés derrière des barreaux, sachant qu'ils sont condamnés à regarder des centaines d'imbéciles défiler avec leurs mioches qui leur jettent des cacahuètes en braillant et en se foutant de leur gueule. Là non, nous sommes au milieu de nulle part et tout ce qu'on a ce sont nos jambes à prendre notre coup. Toutes ces attaques mettent bien la pression, savoir qu'on court pour échapper à un monstre pareil, on peut dire que c'est quand même bien tendu, et le film arrive très bien à nous le faire ressentir. C'est même par moments assez choquant, je crois que c'est le film où les attaques d'ours sont les plus impressionnantes, mais sa façon de traquer ses proies est aussi bien exploitée, avec ce passage où les deux personnages ont fait un cercle de feu avec des torches tout autour d'eux pour l'empêcher d'approcher et qu'on entend les grognements de tous les côtés. Leur combat contre lui dans la rivière est super bien fait aussi, on sent tout le travail des dresseurs derrière et ça rend la scène très authentique. Parce que oui, à l'époque, il fallait des dresseurs pour toutes les scènes impliquant des animaux. Pas comme aujourd'hui où il faut juste un ordinateur bien au chaud dans son bureau. Là, ça n'est pas le tas de pixels de Prey ou de The Revenant par exemple, et on aura beau dire ce qu'on veut, même si on a les meilleurs CGI du monde, ça ne remplacera jamais un véritable animal qui est là physiquement devant nous. Alors oui, À couteau tiré n'est pas un film parfait, il y a beaucoup d'incohérences qui pourraient prêter à faire sourire, comme le fait que les personnages soient secs très rapidement après être sortis de l'eau, et Alec Baldwin toujours avec son brushing impeccable, le fait qu'Hopkins s'ingénie à construire une boussole éphémère alors qu'il fait grand soleil, comme si aucun des trois n'était au courant que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, ou bien trois hommes qui arrivent à soulever un tronc de 10 mètres en ayant placé des cales tout le long en 20 secondes, Steven qui réussit à sourire la cuisse en fabriquant un harpon, Hopkins qui court presque aussi vite que l'ours qui casse des arbres en courant, et le plus gros, le tannage de peau d'ours et la fabrication de manteaux en mode express. Mais qu'importe, ce film est un pur produit des années 90, époque où on ne cherchait pas absolument le réalisme, mais le divertissement, et ce film est divertissant. On ne s'ennuie jamais, il est même pourvu d'un message plus profond qu'il n'y paraît. Je vois l'aventure vécue par Charles, le personnage d'Anthony Hopkins, comme un retour à la vie, c'est souvent le cas dans ce genre de production. Pour la première fois, il semble vivant, libéré de ses entraves sociales, loin de toute civilisation. De film d'aventure, le film devient une fable philosophique sur un phénix renaissant de ses cendres, au contact d'une nature qui ne juge pas, d'une nature qui ne condamne pas, d'une nature qui laisse à chacun sa chance. La phrase qu'il prononce à la fin prend tout son sens, lorsqu'on lui demande comment ses amis sont morts, et qu'il répond « Ils sont morts en me sauvant la vie ». Effectivement, avant cette mésaventure, il n'était pas vraiment vivant, et c'est au contact de cette nature qu'il est vraiment né en tant qu'homme, et non pas comme individu, faisant partie d'une masse grouillante dans toutes les zones urbanisées et surpeuplées du monde. La nature révèle l'être humain, elle le ramène aux instincts de ses ancêtres qui ont parcouru cette nature et ont réussi à vivre en harmonie avec elle il y a des milliers d'années. Sans être une fable écolo-moralisatrice à la Greta Thunberg, ce film est une ode à la nature, il nous montre que l'homme en est complémentaire et qu'il se doit de la respecter et qu'elle le respectera en retour. La bande originale composée par Jerry Goldsmith propose de bonnes mélodies qui sont agréables à l'oreille. C'est en l'écoutant qu'on se rend compte que les thèmes composés dans les années 80 et 90 étaient bien plus identifiables et rentraient bien en tête. Même si ce film est peu connu, sa bande originale reste assez marquante et les mélodies accompagnent parfaitement l'ambiance générale du film, très froide et mélancolique, mais qui appelle en même temps à l'évasion, complémentaire de ces immenses espaces nord-américains. À couteau tiré n'est donc évidemment pas un immense film, il n'est pas un chef-d'œuvre, peut-être qu'un autre réalisateur aurait pu en faire un film avec plus d'impact, notamment en supprimant toutes ces incohérences et ces quelques défauts, comme la difficulté pour le spectateur d'arriver à se rendre compte du temps passé par les personnages dans cette nature. On ne peut finalement se fier qu'à la longueur de leur barbe qui a poussé, c'est un peu léger, il est donc difficile de se rendre compte du calvaire qu'ils ont enduré au niveau de sa durée. Mais malgré ces défauts, je ne me lasse jamais de revoir ce film,
Vous savez, il fait partie de cette catégorie de films qui, lorsque vous tombez dessus par hasard en zappant les chaînes, vous ne pouvez pas vous empêcher de le regarder jusqu'à la fin. En tout cas, c'est mon cas. Il fait partie de mes petits plaisirs coupables, et c'est pour ça que je le range aux côtés de mes films préférés avec Anthony Hopkins. Voilà pour ma critique d'À couteau tiré. Dites-moi vos avis en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!